Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence sur le thème « L'essentiel sur la cybercriminalité pour les professionnels et les agriculteurs » organisée pour vous par le Crédit Agricole. Nous pouvons tous être victimes d'une cyberattaque. Artisans, commerçants, petites ou grandes exploitations agricoles, la menace cyber est un enjeu majeur pour votre activité. Au travers de cette webconférence, le Crédit Agricole souhaite vous sensibiliser sur les risques cyber, sur les conséquences encourues, mais aussi vous donner des solutions pour vous en prémunir. À cet effet, nous avons réuni sur notre plateau 3 experts pour éclaircir les enjeux liés à cette menace et répondre à toutes vos questions. Aussi, j'ai le plaisir d'accueillir mon général Christophe Husson, commandant second de la gendarmerie dans le cyberespace. Bonjour mon général. Bonjour. Également avec nous, Mehdi Ahmed, responsable marché professionnel et entreprise chez Pacifica, filiale du groupe Crédit Agricole. Bonjour Mehdi. Bonjour et bonjour à tous. Et enfin, Thibaut Carré, directeur cybersécurité chez Inquest. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors pour commencer, avec vous, mon général, quelle est l'actualité et l'état des lieux de la cybercriminalité en France aujourd'hui ? Très bien, alors effectivement, je vais commencer par un état de la menace et en tout cas sur la base de l'ensemble des procédures que l'on a pu enregistrer au sein de la gendarmerie en 2021. On a enregistré 130 000 procédures liées à des cyberattaques sur un spectre très varié, le spectre comme des attaques moins sensibles. Et nous sommes sur une évolution de 24% entre l'année 2020 et l'année 2021. Ce que l'on peut noter aussi, c'est qu'on a observé que plus 13% des entreprises ont été victimes de cyberattaques, sachant que ce chiffre est quand même assez faible finalement en termes de valeur absolue, puisqu'on considère sur une étude que l'on a menée en interne que concernant les entreprises, pour une plainte qui a été déposée, on a plus de 200 faits qui ont été soit tentés, soit réussis. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un vrai sujet en termes de réputation de l'entreprise qui n'est pas forcément toujours favorable à signaler les faits et à venir déposer plainte dans une brigade de gendarmerie. Ce que l'on peut noter également, c'est que les revenus de la cybercriminalité sur l'année 2021 ont été évalués, ça ce sont des chiffres qui viennent plutôt de la littérature spécialisée en la matière, à 1500 milliards de dollars, qui se répartissent selon 3 postes, 2 importants, un peu moins importants. Le premier, c'est tout ce qui est commerce en ligne et en particulier sur le dark web, lorsque vous voulez acheter des produits stupéfiants, des faux passes sanitaires, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, des armes ou ce genre de choses. Ça, c'est un poste assez important avec plus de la moitié. Vous avez également une petite partie assez limitée concernant les paiements de rançon, qu'on appelle les rançons logicielles ou les ransomware. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ça reste assez faible, mais c'est existant tout de même. Et un dernier point, et celui-ci il est majeur parce qu'on n'en a pas forcément toujours conscience, ça concerne tout ce qui est revente de données personnelles qui ont fuité à partir des différents systèmes d'information. Donc ça, c'est une valeur marchande assez importante, notamment sur le dark web, et ça permet par la suite de faire de l'ingénierie sociale, mais on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez, de manière très macroscopique. Si on rentre un petit peu plus dans le détail des 130 000 procédures observées au sein de la gendarmerie, on en a un peu plus de 3 quarts, 77%, où l'Internet est vraiment utilisé comme un vecteur. Typiquement, ce sont des achats que vous allez effectuer sur un site commercial, sauf que vous allez payer quelques centaines d'euros, mais vous n'allez jamais recevoir le produit que vous avez acheté. On est vraiment sur quelque chose de totalement frauduleux. Vous y retrouverez également tout ce qui est achat sur le dark web, donc des produits qui sont des produits illicites. Ça, c'est vraiment la grande partie de la criminalité que l'on observe, notamment sur l'Internet. Et puis à côté de ça, il y a un autre aspect qui est celui des atteintes aux personnes. C'est à la fois la pédopornographie, mais également tout ce qui est haine en ligne qu'on a pu observer et augmenter aussi de manière assez importante sur les 2 dernières crises qu'on a pu traverser, la crise des Gilets jaunes et la crise Covid-19. Et enfin, le dernier élément concerne les atteintes au système de traitement automatisé des données. Alors ça peut paraître un peu barbare comme terme, mais c'est sans doute ce qui concerne les attaques du plus haut du spectre, qui sont pour une partie d'entre elles, tout ce qui est connexion frauduleuse, ça va être des connexions frauduleuses à votre compte bancaire, à votre système de messagerie, et ça permet ensuite de pouvoir envoyer des messages avec n'importe quel contenu à n'importe qui, des connexions sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, et donc vous ne maîtrisez plus les publications qui sont effectuées. On peut en imaginer encore bien d'autres. Et puis sur cette volumétrie, vous y retrouvez également ces fameux ransomware ou rançongiciels.
Je m'attarde un petit peu dessus parce que c'est quelque chose qui nous touche de plus en plus. C'était quasiment inexistant en 2017. Ça n'a fait qu'augmenter en termes de volumétrie jusqu'à aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Pour faire très simple, c'est un virus ou un malware qui va s'introduire dans un système d'information d'une entreprise par un moyen quelconque, il peut y en avoir plusieurs, et qui va avoir deux effets. Le premier, c'est de faire en sorte d'exfiltrer des données sensibles, qui peuvent être des données personnelles, encore une fois, sur des individus, ou des données qui sont relatives au secret professionnel, dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Et le deuxième effet, c'est celui de chiffrer l'ensemble du système et de le rendre totalement inopérant. Évidemment, ça a des impacts sur l'activité de l'entité, l'entreprise ou du service public. Et puis à côté de ça, vous avez en même temps une page qui va s'afficher ou qui va s'imprimer sur les imprimantes de l'entreprise pour vous demander le paiement d'une rançon. Et juste pour terminer sur l'état des lieux, et pour montrer aussi l'ampleur du phénomène, la gendarmerie a mené dès le début du deuxième trimestre de l'année 2022 une campagne de pré-diagnostic dans 12 départements auprès essentiellement des collectivités territoriales, donc des communes ou des communautés de communes. 120 diagnostics ou pré-diagnostics ont été effectués qui contiennent 40 à 140 questions en fonction de la taille de la communauté. Et il se trouve que sur ces communautés, un tiers ont déjà fait l'objet d'une attaque cyber. Donc plus ou moins haut du spectre, mais en tout cas attaque cyber. Et parmi ce tiers, on en a 25% qui ont fait l'objet d'une attaque par rançongiciel, ce qu'on a évoqué juste avant. Et sur l'ensemble de ces communes victimes, celle qui est la plus petite faisait 620 habitants. Donc ça montre que ça peut potentiellement toucher tout le monde. Alors le discours peut être un petit peu anxiogène, mais malheureusement c'est aussi la réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Alors justement, Thibaut, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les types d'attaques que peuvent connaître nos clients professionnels et agriculteurs, et puis peut-être aussi un mode opératoire type, des modes opératoires type? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un cybercriminel, il ne va pas s'attaquer nécessairement à une entreprise pour son nom ou son activité. C'est ce qu'on appelle des attaques d'opportunité. C'est-à-dire qu'un cybercriminel, un pirate, il va scanner Internet à la recherche d'une vulnérabilité, d'un moyen de rentrer dans un système. Et une fois qu'il trouve cette vulnérabilité, cette faille, il va s'y engouffrer. Et en fait, une fois qu'il sera dans un système d'information, il va voir à ce moment-là chez qui il est arrivé. Donc en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc toutes les entreprises sont susceptibles d'être demain victimes d'une attaque cyber, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle utilise Internet. Donc aujourd'hui, globalement, c'est tout le monde ou pas loin. Ensuite, sur les différents types d'attaques cyber, alors vous avez énormément de choses, hein, les pirates sont très inventifs. On a connu pas mal de sujets autour de la fraude. Et notamment quand on est dans le milieu bancaire, effectivement la fraude ça parle. Donc il y a une évolution énorme autour des moyens pour les pirates de commettre des fraudes. On parle par exemple du fraude au faux président. Donc j'appelle une entreprise, je me fais passer pour un dirigeant et je dis il faut vite faire un virement à un client. Enfin j'invente une histoire. Et en fait c'est évidemment le pirate qui récupère ce montant. Alors ça c'est des fraudes entre guillemets classiques que l'on connaît mais qui sont moins liés au système d'information, c'est plus de l'ingénierie sociale, du renseignement de la part du pirate, mais avec l'utilisation de plus en plus massive des mails, de la dématérialisation, des choses comme ça, les pirates ont continué d'utiliser ce type d'outils, et notamment ce qu'on croise aujourd'hui beaucoup, c'est ce qu'on appelle nous la fraude au faux RIB. Donc finalement, que va faire le pirate? C'est qu'il va réussir, par exemple, suite à l'achat ou à la récupération d'un mot de passe d'une boîte mail, il va se connecter à cette boîte mail. Alors évidemment, là-dessus, il va cibler un petit peu qui il veut pirater. Et puis, il va rester en attente sur cette boîte mail pour regarder ce qui s'y passe. Et en fait, il va attendre. Alors évidemment, il ne le fait pas sur une boîte mail, il le fait sur potentiellement des milliers de boîtes mail, et puis il va attendre le moment où la personne à qui appartient cette boîte mail va faire une opération bancaire avec quelqu'un. Ça peut être une agence immobilière parce que j'ai un loyer, ça peut être n'importe quoi. Et puis il va y avoir un échange de RIB par mail. Donc je pense que vous avez tous un cas d'usage aussi dans votre tête à titre personnel, où j'envoie mon RIB parce qu'on me doit de l'argent. Et en fait, le pirate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va usurper l'identité de la personne qui est censée envoyer le mail, et il va renvoyer par-dessus un autre mail en disant « Attendez, je me suis trompé, en fait, merci de faire le virement sur ce RIB-là ». Et le deuxième envoi, finalement, est un RIB frauduleux, et c'est le pirate qui récupère la somme. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'on a eu à traiter de manière assez massive là sur cette année.
Il y a le sujet, et ça c'est très ancien, et je pense que tout le monde peut se sentir concerné, c'est ce qu'on appelle le hameçonnage, en anglais phishing. C'est les fameux mails avec un lien à l'intérieur qui nous demande de renseigner des informations. Donc on a tous connu potentiellement le mail des impôts qui nous dit qu'ils nous doivent de l'argent parce qu'ils se sont trompés. Et vous avez un lien qui vous dit, si vous voulez récupérer cette somme, vous cliquez sur le lien. Et si vous cliquez, si vous avez le malheur de cliquer, vous arrivez sur une petite page assez bien faite qui copie le site des impôts et qui vous demande les coordonnées, enfin les informations de votre carte bancaire pour être remboursé. Et là, vous avez compris la mécanique, c'est le pirate qui récupère ces informations bancaires. Ça, c'est vrai pour les cartes bleues, c'est vrai pour tout un tas d'informations. Ce qui est extrêmement massif aussi aujourd'hui en termes de cybercriminalité, c'est la récupération des mots de passe qui sont revendus et ou utilisés, ou en tout cas, ils sont revendus par un premier pirate qui est après utilisé par un second pirate, pour mener à bien d'autres attaques. Et puis, en général, vous parliez du rançongiciel, du ransomware. Donc ça, c'est entre guillemets l'attaque type. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a comme particularité de bloquer complètement l'activité d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que le pirate, il va donc chercher une faille dans le système. Donc ça peut être une faille technique parce que vous utilisez un outil d'un éditeur en particulier, il y en a plein, et qu'à un moment donné, vous avez une faille dans ce système, et donc le pirate va utiliser cette faille pour entrer dans votre système. Ou alors, il va utiliser par exemple un mot de passe qu'il a récupéré d'autre part, et il va se connecter directement à un compte, donc sur une application ou sur un serveur ou autre, à distance, pour rentrer dans le système. Et une fois qu'il est dans le système, il va rendre inopérant donc le système d'information dans sa globalité en chiffrant les données. Donc vous n'avez plus accès aux données, donc toutes les applications, tous les fichiers que vous pourriez utiliser. Et donc ça a comme particularité de bloquer totalement le système d'information, donc potentiellement l'activité de l'entreprise. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations. Alors une question très importante pour suivre, quelles sont les différentes conséquences auxquelles s'exposent les professionnels et puis les agriculteurs en cas d'attaque cyber ? Et je continue avec vous Thibaut sur cette question-là. Oui, alors les premières conséquences dont on peut parler, c'est évidemment les conséquences directes, en tout cas c'est immédiate et dans le temps aussi. Typiquement, j'ai parlé des fraudes, la conséquence directe c'est il y a un montant, je me suis fait voler, donc ça c'est assez facile en fait à définir. J'ai parlé en cas de rançongiciel de l'arrêt de l'activité, donc vous avez des gens qui travaillent dans une entreprise, sur un système d'information, et puis du jour au lendemain ils ne peuvent plus travailler. Et puis, ça peut durer 1, 2, 3, 4 semaines jusqu'à ce qu'on arrive à remettre le système. Et ça, c'est un arrêt total de l'activité pendant ce temps-là. Et puis après, en général, c'est même une reprise dégradée. Donc, vous avez un impact assez fort sur l'activité. En fonction des contextes métiers, vous avez aussi des choses qui peuvent arriver et qui sont particulières, notamment dans le cas de l'arrêt d'un système d'information. Je prends l'exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'un fleuriste. Et c'est vrai que ça amène aussi à se poser des questions sur la manière dont on contextualise une gestion de crise. Un fleuriste, il vous dit, j'ai tant de chiffre d'affaires, mais en fait, je fais 50% de mon chiffre d'affaires à la fête des mères. Et donc, comme de par hasard, alors là, évidemment, après, on peut réfléchir à la logique du pirate de pourquoi à ce moment-là. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, d'un point de vue purement technique et impact sur le métier, si vous bloquez le site e-commerce ou le système d'information dans sa globalité d'un fleuriste, au moment de la fête des mères, donc 2-3 jours avant, le temps de commander les roses, et puis après pour livrer, et globalement, vous bloquez 50% du chiffre d'affaires, alors qu'en fait, le système a été inopérant potentiellement que pendant une semaine. Donc il y a un rapport en fonction des contextes métiers. Alors ça, c'est il y en a évidemment plein d'exemples en fonction des métiers, mais voilà, qui peuvent avoir leur importance. Et puis après, il y a un impact qui peut être quand même assez direct aussi, c'est tout ce qui est lié aux données personnelles. Vous avez donc le RGPD, la réglementation sur la protection des données personnelles, qui vous impose de faire une déclaration auprès de la CNIL quand il y a un impact sur ces données personnelles. Un ransomware en est un, puisque la donnée est indisponible à un instant T. Et si des personnes, donc des salariés ou des clients sont impactés, par exemple par une exfiltration de ces données, eh bien, il faut faire une notification ce qu'on appelle les personnes concernées, c'est-à-dire prévenir les personnes que des données les concernant ont été volées par un pirate et qui sont dans la nature. Alors peut-être pour compléter ce que vient de dire Thibaut Carré, là on voit
que finalement, une cyberattaque, c'est très ponctuel, c'est un effet ponctuel et qui est réel et problématique, mais surtout, ça va avoir des conséquences sur le long terme, et en particulier sur un, voire plusieurs exercices comptables de l'entreprise. Si on reprend les trois grandes typologies de conséquences qu'il peut y avoir, si on prend d'abord l'irréputation, qui est une conséquence importante, notamment pour les entreprises qui sont les plus exposées sur le web, une perte de réputation, ça va avoir pour conséquence une perte de confiance de la part des clients et donc forcément une perte d'activité commerciale, une perte de revenus et donc évidemment une baisse du chiffre d'affaires, de la rentabilité qui peut aller malheureusement et dans certains cas jusqu'à la faillite. Si on prend le cas de vol de données, Thibault l'a très bien expliqué juste un instant avec les devoirs réglementaires et qui sont notamment par rapport aux frais de notification. Tout cela a un coût à mettre en œuvre. Donc c'est un coût supplémentaire par rapport au modèle économique d'une entreprise ou pour un agriculteur. Et de fait, l'ensemble de ces frais peut aussi impacter de manière significative l'exercice de l'entreprise. Et puis si on prend le dernier exemple sur l'interruption d'activité, notamment le cas de la fleuriste, là évidemment c'est une perte de revenus dans un moment clé, voire une perte d'activité qui va avoir des conséquences sur la marge brute. Et là aussi, cela peut se terminer malheureusement par un trou de trésorerie qui ne se rattrape jamais et qui a pour conséquence malheureusement la faillite de l'activité. De fait, chez nous on dit toujours il y a 3 grandes règles à respecter, ou en tout cas 3 grands principes qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Une partie préventive qui va avoir pour objectif de limiter le risque d'être atteint par une cyberattaque. Donc c'est tous les dispositifs qu'on peut avoir et je pense que Thibault Carré ou mon général en parleront mieux que moi sur ces dispositifs de prévention. La partie protection qui est plutôt je me suis fait attaquer et je veux essayer de limiter l'impact que peut avoir cette attaque en étant préparé à ce type de risque et donc en ayant un plan qui va permettre finalement de minimiser l'impact. Et puis la partie assurance qui, elle, malheureusement, même quand on est parfaitement, on a mis en place parfaitement un plan de prévention, qu'on a réussi à minimiser l'impact, on a quand même malgré tout des frais qui sont consécutifs à ces attaques. Et pour le coup, les contrats d'assurance peuvent permettre de prendre en charge un certain nombre de ces frais. Merci Mehdi. En général, je crois que vous vouliez dire aussi un mot sur ces conséquences. Oui, alors Thibault et Mehdi ont bien parlé des conséquences. Moi, je voudrais juste faire un point sur les conduites à tenir, ou plutôt les bons réflexes à adopter en la matière, parce que je ferai un parallèle finalement entre le cambriolage et la personne qui est victime de cyberattaque. Et le point essentiel, c'est celui d'appeler les forces de gendarmerie et de police. Le cas échéant en faisant le 17, tout simplement, c'est vraiment le cas d'urgence. Alors pourquoi le parallèle? Tout simplement parce que lorsque vous êtes victime d'un cambriolage, ce que le gendarme ou le policier, dès lors que vous appelez, va vous demander d'effectuer, c'est surtout de ne toucher à rien. Tout simplement parce qu'on veut essayer de relever soit les traces ADN, soit les traces papillaires, tout un tas d'autres choses aussi, en tout cas tout ce qui permettra potentiellement de pouvoir remonter jusqu'à l'auteur. Et bien, dans le domaine du cyber, c'est exactement la même chose. Le cyberattaquant laisse potentiellement des traces numériques, et l'objectif des gendarmes sur l'intervention, la primo-intervention, donc dès lors que les faits sont produits, c'est d'arriver sur place et ensuite de pouvoir faire des analyses, récupérer l'état du système, récupérer des éléments numériques, potentiellement identifier les auteurs, les localiser et ensuite les interpeller. C'est bien notre objectif à nous. Alors, c'est pas simple parce que l'objectif de la gendarmerie n'est pas forcément tout de suite l'objectif d'une entreprise qui est victime, puisqu'elle a pour objectif justement de pouvoir rétablir le système d'information. Donc il faut qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble de manière totalement coordonnée, et chacun avec nos objectifs et avec nos ambitions évidemment en la matière. Bon, pour autant, ça reste quelque chose d'important, et ce qui est majeur également aussi, c'est que tout le monde est concerné par notre potentiel action. C'est-à-dire que le commandement de la gendarmerie d'un cyberespace, c'est à la fois une entité centrale qui traite notamment beaucoup le haut du spectre, mais c'est pas que ça. C'est aussi une allonge dans les territoires. Il y a des cybergendarmes dans les régions, il y en a également dans les départements, et il y en a jusqu'au niveau des brigades de gendarmerie, 3200 brigades sur le territoire. C'est un maillage qui est assez important, et ces gendarmes sont en mesure de pouvoir écouter, entendre une personne qui va se présenter au sein de la brigade et qui va expliquer
expliquer ses difficultés en termes de cyber. Donc elle sera écoutée, entendue, et en tout cas, l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse prendre les bonnes actions, faire intervenir les bons niveaux de personnel sur les sujets auxquels ils sont confrontés. Donc on a vraiment ce spectre global, à la fois sur le territoire national métropolitain, mais également aussi outre-mer. Et je voudrais juste dire un mot, c'est qu'en matière de cyber, on arrive aussi à trouver les auteurs. Ce sont souvent des enquêtes qui sont longues, parce que le cyber s'ignore totalement les frontières. On a des auteurs qui ne sont pas forcément sur le territoire national, qui sont parfois sur le continent européen, mais pas seulement, qui peuvent être aussi sur d'autres continents. Ça nécessite une forte coopération entre les différents services de police, de gendarmerie au niveau international, y compris aussi au niveau des services de justice. Mais on y arrive, et ce sont des enquêtes qui en général peuvent durer plusieurs années. Mais en tout cas, les auteurs peuvent être aussi interpellés. Et ça, c'est quelque chose que l'usager doit aussi garder en mémoire, parce qu'il ne doit absolument pas hésiter à déposer plainte, parce qu'on peut y arriver. Et ça marche heureusement, et l'actualité récente nous a encore montré que c'était le cas. Vous parliez des premières, de la nécessité impérieuse de prévenir les services de police immédiatement, hein, vous avez bien expliqué ça. J'ai une question justement dans cet aspect conduite à tenir. Dans l'hypothèse d'une demande de rançon, quelle conduite tenir ? Alors, le sujet de la rançon, c'est un sujet délicat, parce que si vous envisagez payer la rançon, en échange d'une clé qui théoriquement vous permettra de pouvoir déchiffrer votre système d'information, donc de pouvoir le recouvrer de manière nominale, vous n'avez absolument aucune garantie. Non seulement vous n'avez pas cette garantie, mais pire, potentiellement, la clé en question que vous allez introduire sur le système, peut-être va-t-elle introduire une nouvelle vulnérabilité sur le système, soit immédiate, soit peut-être aussi pour reproduire une cyberattaque d'ici quelques mois ou quelques années. Donc ça, c'est une possibilité. Et le deuxième sujet également, c'est qu'en payant la rançon, vous alimentez finalement la filière cybercriminelle dans la matière. Donc bien sûr, la gendarmerie, dès qu'elle intervient, notamment dans le cadre de l'accompagnement et de la gestion de crise, puisque c'est aussi une de ses missions, elle fait en sorte d'indiquer que non, la rançon, il ne faut pas la payer. Pour autant, c'est une décision qui reste la décision de la personne qui est victime, et c'est à elle de décider. Bien sûr. Alors pour compléter sur le sujet de la rançon, ce qui est important d'avoir en tête, c'est surtout que c'est pas le sujet qu'on doit traiter en premier. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée reçue qu'on doit absolument balayer de tous les esprits, c'est de se dire qu'on peut payer la rançon, éventuellement récupérer les données, donc ça reste effectivement une hypothèse, et repartir comme le jour précédent. Ça, c'est faux, puisqu'en fait, toutes les actions finalement de sécurisation du système ou de reprise de l'activité dans un fonctionnement, on va dire, sain du système, et ben, il faut les mettre en place, même si on choisit de payer la rançon. Donc de toute façon, le paiement de la rançon, ça doit être forcément le tout dernier recours éventuellement, si le seul choix pour ne pas mettre la clé sous la porte, c'est éventuellement de payer la rançon. Donc ça, c'est vraiment au-delà du fait qu'effectivement on alimente les cybercriminels et qu'il n'y a aucune garantie. On ne doit pas prendre ce sujet comme étant le point d'entrée. C'est vraiment le dernier recours. Ça, c'est le point important à mon sens. Merci Thibaut, merci à vous trois pour toutes ces précisions sur les conséquences effectivement importantes, on l'a vu, sur ces risques de cyberattaque. Alors une autre question, c'est quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir de ces cyberattaques, et puis in fine pour en minimiser l'impact si malgré tout, malheureusement, une attaque de ce type-là a lieu. Alors mon général ? Alors, il y a un certain nombre de points que je pourrais aborder qui sont issus finalement des pré-diagnostics que j'ai évoqués tout à l'heure en début d'intervention, et je pense que ça pourrait être vraiment complété sur des aspects plus techniques par Thibaut par la suite. En tout cas, les deux sujets qui me paraissent importants, le premier, c'est la sensibilisation des utilisateurs au sein d'une entreprise, parce que l'expérience a montré que très souvent, c'est par l'intermédiaire de l'utilisateur que le malware, ou en tout cas l'élément déclencheur, va pénétrer le système d'information. Alors, de manière totalement non volontaire de la part de l'utilisateur. Mais encore une fois, on va parler de phishing. On a parlé de ces fameux mails qui arrivent dans les boîtes. Vous ne savez pas forcément de qui ça vient. Vous avez une pièce jointe, vous cliquez dessus, et c'est peut-être ce qui va lancer l'élément malveillant, qui peut être à l'origine d'ailleurs d'une paralysie totale de votre système d'information. Donc ça, ce sujet de la sensibilisation de l'utilisateur est vraiment quelque chose de majeur. Ça peut prendre tout un tas de formes. Ça peut être à la fois des chartes de l'utilisateur, ça peut être aussi, et c'est sans doute plus
plus efficace des enseignements à distance. La NSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a réalisé un MOOC il y a quelques temps justement sur la sensibilisation qu'on a mis en place d'ailleurs au sein de la gendarmerie pour l'ensemble de nos personnels. Et c'est quand même très, très intéressant et très utile. Et puis on peut aussi, pour les entités qui sont de taille un peu plus importante, lancer des campagnes de phishing, voir comment les personnels, les employés réagissent, en tirer des enseignements, des rétextes et voir comment on peut améliorer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, là aussi, quelque chose qu'on a vraiment observé de manière importante, plus particulièrement sur les PME et les ETI, moins évidemment sur les grands groupes, c'est l'anticipation et la mise en place d'un plan de continuité d'activité, un PCA, parce que dès lors que la crise arrive, si tout est bloqué, on ne peut plus travailler et il faut peut-être parfois réapprendre à travailler avec le crayon, la gomme et le papier, sauf que quand on est en plein stress, parce que justement la crise est arrivée, c'est très compliqué de pouvoir le faire. Il y a tout un tas d'autres choses à gérer et à traiter en même temps, donc c'est quasiment mission impossible. Donc ce sont des choses qui doivent être anticipées, qui doivent être planifiées. On peut, le cas échéant, aussi se faire accompagner par des professionnels en la matière. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire à tête reposée. Et quand on est vraiment en pleine sérénité et en pleine possession de toute son énergie et de tous ses moyens. Donc les deux grands conseils que je pourrais donner, en tout cas, encore une fois, issus vraiment de la réalité du terrain qu'on a pu observer, c'est la sensibilisation de l'utilisateur et aussi la préparation d'un plan de continuité d'activité. Merci, mon général. Oui, alors pour compléter, pour moi, il y a deux grandes catégories. En fait, il y a le moyen de se protéger, c'est-à-dire faire en sorte de minimiser la possibilité qu'un pirate rentre dans le système. Donc là, malheureusement, c'est un peu liste à la Prévert, mais il y a un ensemble d'éléments techniques. Mais alors, par exemple, faire les mises à jour, changer les mots de passe, des choses comme ça qui peuvent paraître assez simples. Alors il y a des choses un peu plus compliquées comme ce qu'on appelle la double authentification, hein, comme par exemple pour l'accès à son compte en banque ou le fait de faire un virement. C'est des choses qu'on peut mettre en place sur n'importe quel type de système. Ce qui est important, au-delà de tous ces éléments techniques, c'est de les réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur une stratégie. Il ne faut pas juste empiler les solutions techniques en espérant que ça fonctionne bien. Il faut les réfléchir. Ça fait partie d'une stratégie. Donc ça, c'est la première chose. Au-delà de ça, il faut partir du principe que si un pirate a vraiment envie de rentrer dans votre système d'information, si vraiment il s'intéresse à vous, il y a de grandes chances qu'il y arrive. Donc le deuxième volet, c'est de réussir à mettre les choses en place pour minimiser les impacts. Pour moi, le point numéro 1 là-dessus, c'est le sujet de la sauvegarde. Alors de la même manière que les éléments techniques dont je parlais avant, ce qui est important avec la sauvegarde, c'est pas juste dire je fais une sauvegarde, c'est de faire une bonne sauvegarde. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple, si vous faites une belle sauvegarde tous les jours, mais qu'en fait elle est sur votre réseau, bah, si un pirate rentre sur votre réseau, il trouve la sauvegarde. Donc globalement, vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose en termes de protection. Et puis, comme le disait mon général, ce qui est important, c'est aussi de se préparer. C'est-à-dire que quand on vit une crise, on est dans un état aussi émotionnel, psychologique différent hein, de la routine, forcément, et on ne réagit pas forcément bien, en tout cas dans une logique qu'on pourrait avoir si on l'avait préparé avant. Et donc là, c'est vraiment pour insister sur ce que vous disiez, c'est que nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir, on peut appeler ça comme on veut, un plan de gestion de crise, une fiche réflexe, un document très simple qui donne des priorités sur des actions en fonction d'un scénario. Donc, petit 1, j'appelle la gendarmerie. Petit 2, j'appelle mon assurance. Petit 3, j'appelle mon prestataire informatique. Alors après, l'ordre, voilà, vous avez compris la logique. Mais l'idée, c'est que si je suis en état de stress et que vraiment c'est la panique, je sors ma feuille, je réfléchis pas et je fais ce que j'avais écrit avant. Parce que quand je l'avais écrit, j'étais lucide, j'avais réfléchi à ma stratégie et le mieux, c'est de l'avoir testé aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, j'avais préparé quelque chose. Donc ça, c'est voilà, la sauvegarde, la préparation, c'est vraiment pour minimiser les impacts. Mais encore une fois, on peut empiler tout un tas de solutions techniques avec des noms farfelus. Si vous les réfléchissez pas, vous pouvez avoir le meilleur antivirus du monde. Si vous l'avez juste mis sans le paramétrer ou sans le surveiller ou sans regarder, bah, il servira à rien et il vous aura juste coûté beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc voilà, donc c'est au-delà d'une liste, encore une fois, de plein de noms barbares. C'est vraiment une réflexion, une stratégie, la protection. Merci messieurs pour ces contours de cette menace cyber. On a vu que c'était très important, voilà, qu'il y avait un vrai risque en tout cas pour les professionnels et puis pour les agriculteurs. Maintenant, une question
sur notre solution finalement. Et Mehdi, comment l'assurance cyberprotection du Crédit Agricole peut aider nos clients pour se prémunir finalement de ces attaques cyber, et puis si attaque cyber il y a, quelle assistance on peut leur apporter? Eh bien, tout d'abord, c'est évidemment, comme toute offre assurance, l'offre de protection cyber est là pour aider en cas d'aléa et survenance d'un événement. Là, en l'occurrence, une cyberattaque, mais c'est tout autant vrai pour un incendie ou du vol pour d'autres contrats d'assurance. Et ici, sur ce type de contrat, on va avoir plusieurs pôles d'accompagnement et de dédommagement ou d'indemnisation. Tout d'abord, ce qui va impacter directement l'assuré, le client, notamment par rapport lors d'un vol de données, les frais qu'il devra engendrer pour répondre à ses obligations réglementaires et les frais de notification et tout le dispositif qui doit accompagner ce type de démarche. Également, tous les frais consécutifs à la reconstruction et la récupération de ces données pour pouvoir aussi reprendre son activité. Et puis, toujours en matière de dommages subis, tout ce qui fait référence à la cyberextorsion, à la cyberfraude, où là aussi, non seulement on va accompagner le client dans cette démarche qui est quand même quelque chose de très compliqué à gérer en matière de crise et puis surtout sur le plan psychologique, mais aussi on peut intervenir dans les conséquences financières liées à ce type d'attaque. Ensuite, il y a tous les dommages causés aux tiers qui peuvent être aussi bien les clients, les collaborateurs, les fournisseurs sur lesquels des données étaient stockées chez notre client et qui ont été perdues lors d'une cyberattaque. Là, des dédommagements peuvent avoir lieu. Et là aussi, comme tout type de contrat à responsabilité civile, on a ce cas de cyberattaque qui peut être pris en charge par le contrat cyberprotection. Et puis, Thibault l'a très bien expliqué avec le cas de la fleuriste tout à l'heure, qui est un cas finalement assez fréquent, l'interruption d'activité, où là, évidemment, on ne peut pas travailler, on ne fait pas de chiffre d'affaires, on a une perte de marge brute. Et là aussi, comme toute garantie perte d'exploitation qu'on peut retrouver plus traditionnellement sur les contrats multirisques, on peut prendre en charge la compensation de marge brute pendant la période d'interruption d'activité ou les frais supplémentaires d'exploitation. Et puis, avant l'indemnisation, vient évidemment la gestion de crise et le moment où on se retrouve face à cette situation de cyberattaque. Et donc, le point d'entrée de l'assistance est d'avoir un contact expert en la matière qui a l'habitude de ce type d'attaque est évidemment quelque chose d'important, et c'est en cela que la partie assistance est extrêmement importante, et je vais laisser du coup Thibault un peu mieux parler de cette partie. Oui, donc l'assistance, l'objectif, c'est de se positionner vraiment en accompagnement de la victime là où elle a besoin de nous. C'est-à-dire, encore une fois, c'est vraiment une proposition d'accompagnement, c'est une solution d'accompagnement, c'est pas quelque chose d'imposé, et ça intervient sur tous les volets d'une gestion de crise. C'est-à-dire qu'on est capable aussi bien de gérer globalement la crise sur tous ses aspects. Donc il y a des aspects techniques, on a parlé de réfléchir à la reprise de l'activité ou à faire des investigations, typiquement récolter les informations techniques qui sont nécessaires d'une part à la compréhension de l'incident, mais aussi alimenter les enquêtes des services de police ou de gendarmerie. Ça, c'est des choses que l'on fait parce que c'est des gestes évidemment que l'on connaît et que la victime n'est pas forcément à l'aise avec ça, donc on les prend en charge, ou en tout cas on accompagne la victime dans le fait que ce sont des choses qui sont très importantes à mettre en œuvre. Et puis, le fait d'avoir un prestataire, c'est externe, enfin quelqu'un d'externe, c'est toujours aussi un avantage pour la victime, parce que je reparle de l'état de choc en fait d'une gestion de crise, parce que c'est ce que l'on voit vraiment, cet état de choc d'un chef d'entreprise qui potentiellement va mettre la clé sous la porte parce que il ne peut plus travailler, il peut plus payer ses salariés. Le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, ça permet de garder cette lucidité justement sur ce que je disais tout à l'heure, cette feuille de route, cette fiche réflexe, des choses à mettre en place. Donc voilà, l'assistance, c'est proposer tout un panel avec des aspects sur de la technique, des aspects sur de la communication, parce qu'il y a de la communication à faire, les aspects réglementaires, j'ai parlé du RGPD. Tout ça s'inscrit dans la gestion de crise cyber. Voilà, c'est plein de choses qui se mélangent pour faire une gestion de crise cyber, et c'est des choses qui sont proposées au travers de l'assistance pour accompagner les victimes, pour faire les bons gestes et surtout pour avoir une reprise d'activité la plus rapide possible dans les bonnes conditions de sécurité. Merci Thibault. On arrive au terme de cette webconférence. Alors merci messieurs de votre présence et de toutes ces informations.
Nous espérons que cette webconférence vous aura aidé à mieux comprendre, bien comprendre les enjeux de ce risque et les moyens de vous en prémunir. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à bientôt. Excellente journée. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.